Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Bonjour. Dans cet épisode de bonus post-France-États-Unis, on va débriefer la performance éclatante des Bleus qui ont battu les USA 33-9 en s'arrêtant sur le fait que cette équipe ne semble pas avoir une marge de manœuvre énorme. Puis on se penchera sur la compo pour le France-Tonga de dimanche en se demandant ce que c'est comme genre d'équipe A, B, A'. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Clément Dossin. Salut Clem. Salut Christelle, salut Cricri. Et Alex Bardot en direct de Kumamoto. Salut Alex. Bonjour tout le monde. Voilà, vous savez tout, alors c'est parti. Flexion liée jeu. Alors, ils ont fait le taf, la victoire à 5 points, mais ils nous ont fait serrer des fesses, si je puis m'exprimer ainsi. Entre la 64e et la 65e et 67e, il y avait 12-9 quand même contre les Américains. Alors, certes, c'est une équipe complètement B, mais ça peut laisser perplexe, non, Clem, je sais pas, que l'équipe de France ait une marge de manœuvre aussi réduite pour jouer contre les États-Unis, qui sont pas... Oui, après on voit sur cette Coupe du Monde qu'il y a beaucoup de petites équipes qui s'accrochent, qui résistent une heure et qui finissent par... Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a plus de petites équipes ? Ouais, il reste des petites équipes, mais elles s'accrochent une heure. Voilà, ce sont des petites équipes pendant juste les 20 dernières minutes. Le reste du temps, c'est des moyennes équipes. Non, mais donc voilà, on a assisté finalement à un scénario de match qu'on a déjà vu sur ce début de Coupe du Monde. Mais effectivement, que la marche soit si faible à un moment si avancé du match... Tu l'as dit, on a serré les fesses et c'était un peu inquiétant. Et on peut même se dire que si les États-Unis avaient eu l'audace d'aller en touche sur la pénalité du 12-9, justement, pour aller un peu titiller les Français et voir ce qu'ils avaient dans le ventre à ce moment-là, pourquoi pas passer devant en marquant un essai transformé ? Ça aurait pu insinuer encore plus de doutes que ça en a insinué, puisque Alex peut en parler. Apparemment, les joueurs ont quand même un petit peu douté à ce moment-là. Pas tous, ils étaient assez partagés là-dessus. Camille Lopez disait que lui, il n'avait pas eu le temps d'avoir peur. D'autres ont avoué qu'il y avait un peu de doute ou voire carrément la pétoche. En tout cas, on a senti que dans les minutes qui ont précédé la pénalité du 12-9, il y avait une équipe qui commençait à déjouer stratégiquement et à déjouer techniquement. C'est-à-dire que en première mi-temps, ils avaient fait beaucoup de fautes. Mais grosso modo, il n'y avait pas de faute majeure qui les mettait en danger. En début de deuxième mi-temps, il y a des petites situations gag un peu, des mauvaises passes. Je repense à celle d'Ugé à un moment qui fait une passe en position de demi-mêlée dans les chaussettes de Slimani, ou une autre d'Ugé vers Ramos qui fait en avant. Et ça, c'est des petits signes quand même de nervosité. Donc je pense que quand même ils ont eu un peu peur. Après, ils se sont accrochés à un truc que leur avait dit le Guirado notamment avant le match et qui leur a redit à la mi-temps, c'est que Guirado leur avait dit de toute façon ça va durer pendant 1 heure 65 minutes, ils vont nous emmerder quoi, et ça se jouera dans le dernier quart d'heure. Donc ils sont un peu accrochés à cette idée là, mais sans vraiment non plus maîtriser leur sujet. Ce qui est un peu regrettable sur ce match-là, c'est que stratégiquement, ils avaient trouvé des clés en première période. On en a beaucoup parlé, notamment sur le jeu au pied offensif. Il y a 2 essais super bien amenés par Camille Lopez, un petit par-dessus, une transversale au pied pour Raka. Et c'est une arme qu'ils ont complètement laissé tomber en deuxième mi-temps, comme si, justement, pris par le scénario du match, par la peur de perdre, par la nécessité... presque culturel ancré en eux de se dire on se débarrasse plus du ballon, il faut le garder parce qu'il faut en faire quelque chose. Ils ont oublié d'utiliser cette arme du jeu au pied, alors qu'il y avait des coups très clairement à jouer, à continuer à jouer comme ça. Et paradoxalement, c'est sur un nouveau jeu au pied qui remarque l'essai du bonus de Serein. Donc on a quand même senti effectivement une équipe qui maîtrisait pas complètement ce qu'elle faisait, qui avait pas les idées claires pendant une bonne grosse demi-heure ou 40 minutes. Donc grosso modo de la 20e à la 60e, c'était touffu quoi, c'était pas clair. C'est vrai que cette histoire de stratégie, elle a été pas mal évoquée à la fois par Jacques Brunel en zone mixte, puis pendant le match, nous en tribune, où j'ai entendu Dimitri Yachvili lors des commentaires de TF1, parce que j'ai revu le match, assez vite dit il faudrait qu'on retrouve du jeu au pied, c'est avec ça qu'on était dangereux. Alors, effectivement, je pense que cet abandon de stratégie de jeu au pied est un élément important dans le match. En même temps, je pense que ce qui fait qu'on revient à cette histoire de stratégie, c'est que les Bleus ont été très 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 maladroits
quand ils ont joué à la main. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les solutions à la main, elles existaient quand même face à cette équipe des États-Unis. Il y avait des trous un peu partout face à ces Américains. Et aujourd'hui, on ne parlerait pas de la question de la stratégie si les Bleus avaient été un peu plus adroits, c'est-à-dire adroits comme une équipe internationale, quoi. Et aussi un peu plus précis dans les rucks et dans ce qu'ils faisaient globalement, mais dans les rucks, ils ont perdu beaucoup de ballons. Et quand on revoit le match, et j'avais aussi un peu cette impression hier, et quand on revoit le match, on voit qu'en fait, ils trouvent très facilement des décalages ou des situations. Il y a vraiment beaucoup en première mi-temps et en début de deuxième mi-temps de situations où les Bleus peuvent marquer sans utiliser le jeu au pied. Le problème, c'est qu'en fait, finalement, cette équipe, elle a buté sur ses propres limites techniques et ses limites d'hier aussi, un peu, qui étaient peut-être un peu des limites d'engagement. Je les ai trouvées un peu absents parfois dans l'agressivité dans les rucks, mais aussi en défense où ils montaient pas beaucoup ou moins que sur les matchs précédents en tout cas. Mais après, Alex, est-ce que, étant donné les conditions climatiques dont on nous parle beaucoup, la chaleur, l'humidité, est-ce qu'il fallait pas... tu parles de limites techniques, mais est-ce qu'elles sont pas dues à cet environnement-là et voilà. Effectivement, au final, leur tort, c'est qu'à un moment, ils auraient dû comprendre, et plus vite qu'ils ne l'ont compris, qu'il fallait revenir à du jeu, à l'utilisation du jeu au pied. Il y a des situations en deuxième mi-temps qui sont assez nettes. Il y en a une que tu as décryptée dans un papier, Clément. Et il y a des situations où ils auraient dû utiliser davantage le jeu au pied. Ils auraient dû revenir plus vite à cette stratégie-là. En même temps, l'essai qui fait le break à 12-9, c'est un essai où le jeu au pied n'est pas utilisé et où ils arrivent à mettre, en faisant des choses assez simples, à remettre la marche avant et à trouver des espaces, quoi, des petits intervalles autour des rucks. Donc moi, je crois vraiment qu'en fait, une équipe en maîtrise aurait réussi à marquer par du jeu au pied et par du jeu à la main face à cette équipe des États-Unis. Et les Bleus ont quelque part, ils ont vu ces espaces-là, ils se sont laissés tenter par ces espaces-là, mais ils n'ont pas mis la qualité technique et la qualité dans les engagements et dans le replacement qu'il fallait. Donc quelque part, ils sont confrontés à leurs limites qui sont celles d'une équipe moyenne plus de cette Coupe du Monde. C'est pas les All Blacks et c'est pas l'Afrique du Sud. On a vu que l'entrée des remplaçants avait un peu tout changé. Est-ce que du coup, on se rend compte qu'on n'a pas de 30 joueurs, en fait, qu'on a vraiment 15 joueurs pour jouer C'est un peu l'idée que développe Pierre-Michel ce matin Pierre-Michel Bonneau dans son papier. Je sais pas, je pense qu'on en a plus que 15. 16 On a peut-être 16 ou 16 et demi. Non, on en a peut-être 23. Après, mais c'est difficile parce qu'il y a des joueurs dont on sait quand même que cette équipe, ce groupe est très jeune, assez inexpérimenté. Et donc, il y a plein de joueurs qui, d'une certaine manière, découvrent le haut niveau, voire le niveau international sur cette Coupe du Monde. Donc, oui, forcément qu'il y a des manques dans ce groupe. Après, je pense pas qu'on puisse dire qu'il soit hétérogène pour autant. Je pense qu'il y a quand même des joueurs de bon niveau. Je suis pas certain qu'il y ait une faille incroyable. Mais le problème, c'est que, un écart de niveau énorme. Le problème, c'est que finalement, quelle que soit l'équipe qu'on aligne aujourd'hui, ce sont des équipes qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Et c'est exactement ce que je voulais dire. C'est peut-être plus ça qui ressort en fait sur ce match-là et qui risque de ressortir encore dans 4 jours. On en parlera après dans 3 jours contre les Tonga. C'est plus comme ça que je l'analyse que par des écarts de niveau entre les joueurs. Oui, Alex. Il faut se souvenir que l'équipe qui a joué contre l'Argentine n'avait aucune expérience commune. C'est la première fois qu'elle était alignée telle quelle. Et ça joue à un moment forcément sur ses performances. Et donc celle qui a joué contre les États-Unis mercredi, hier, c'est la même chose. Et ça se ressent, ce manque de vécu commun, ce manque de vécu international pour certains, manque de vécu en Coupe du Monde. Bon, je reviens là-dessus, mais quelque part, l'équipe de France, hier, elle a buté sur des limites déjà connues, en fait. Moi, je m'attendais à ce genre de score-là, peut-être pas à ce genre de scénario. Je pensais pas qu'il y aurait 12-9, et encore moins après 20 minutes de jeu quand il y avait 12-3. Mais au vu à la fois du visage de cette équipe de France depuis plusieurs années, de ce qu'on voit depuis le début de la Coupe du Monde aussi, des équipes favorites qui ont du mal à se défaire des plus petits, je m'attendais pas à avoir 50 points et voilà, c'est effectivement plus ce scénario avec cette équipe qui se délite à nouveau, un peu comme contre l'Argentine, un peu moins contre l'Argentine, mais un peu quand même. Ça, ça revient tellement en fait que c'est forcément inquiétant.
Ok, on va enchaîner sur France-Tonga. Dimanche, la compo est tombée. Alors, pas les remplaçants, apparemment, qui seront donnés que plus tard. Pourquoi pas. Que vendredi. Ouais, demain en conférence de presse par Jacques Brunel. Ok. Il y a une raison à ça, Alex, ou... Alors, pour l'instant, on n'a pas trop. En fait, le dernier contact qu'on a eu avec Jacques Brunel, c'était hier en conférence de presse d'après-match. Il a dit à un moment qu'il donnerait peut-être la composition d'équipe à l'issue de cette conférence de presse. Finalement, il est revenu sur sa déclaration parce qu'il y avait des petites incertitudes concernant des joueurs plus ou moins touchés. Et donc il nous a dit que la composition sera donnée ce jeudi matin. Donc elle a été effectivement donnée. Ensuite, pour les remplaçants, je pense qu'ils attendent encore de savoir l'état physique de certains. Voilà, il n'y a pas d'explication, mais après, a priori, c'est ça. Ils sont encore dans l'attente de l'état physique. Ok, donc le 15 de départ. Médard à l'arrière, Penaud, Vakatawa, Guitoun, Raka, Ntamak à l'ouverture, Serein, Olivon, Aldrit, Loré en troisième ligne, Maïna, Gabriag en deuxième ligne, Slimani, Chat, Poirot capitaine. Donc c'est une troisième charnière, c'est une troisième paire de centres, il n'y a pas de Guirado, il n'y a pas de Dupont. C'est quoi cette équipe je passe pas vraiment du A, pas vraiment du B, on ne sait pas. Non, on ne sait pas. C'est du A'. Ouais, c'est A'. C'est France A'. On retrouve dans les années 80. On retrouve quand même une ossature assez large. Je les ai pas comptés, mais des titulaires de l'Argentine. Il y en a 10 titulaires de l'Argentine. Voilà, donc les deux tiers, dont la troisième ligne qui revient, par exemple. Moi, ma plus grosse surprise à la lecture de cette compo, quand je l'ai vu tomber, c'est l'absence de Dupont. Voilà, je ne comprends pas pourquoi, à une semaine du match contre l'Angleterre, on ne refait pas jouer, et puis dans l'hypothèse éventuelle d'un quart de finale, on ne refait pas jouer notre charnière numéro 1, si tant est que ce soit la charnière numéro 1. Peut-être que ça n'est plus le cas, mais bon, on verra demain les explications de Jacques Brunel. Il y a peut-être des raisons très, très claires qui nous échappent, mais ça, par exemple, je ne comprends pas. De ce qu'on comprend, pour enchaîner sur la charnière, de ce qu'on nous dit, l'idée serait de préserver Dupont du jeu physique des Tongiens. Dupont, c'est un joueur qui provoque et le staff aurait peur que ils prennent des grosses cartouches et qu'ils soient abîmés, quoi. Mais moi, je suis un peu pareil. Je suis comme Clément. Cette charnière, elle a, si je me trompe pas, 2 matchs en commun et elle a besoin de plus de vécu commun, et encore plus parce qu'elle est jeune. Les deux joueurs, ça fait 21 ans de moyenne d'âge. Je pense qu'ils ont besoin de jouer des matchs et de jouer des matchs ensemble. C'est assez étonnant, comme le fait que Guirado ne joue pas. J'ai calculé tout à l'heure, et depuis le mois d'août, là, depuis le début de la préparation, depuis le début des matchs de préparation, on aura joué 6 matchs à l'issue du match contre les Tonga. Guillaume Guirado, il en aura débuté 2, sachant que c'est le capitaine. C'est assez, c'est au moins, c'est un peu étrange. Là aussi, pareil, l'idée serait de le préserver, mais Guillaume Guirado, depuis le début de la Coupe du Monde, il a joué 85 minutes. Il a joué un peu plus de 40 sur le premier match et 40 ce week-end. Bon, je pense que c'est assez étonnant de pas le voir à nouveau titulaire au milieu de ces deux piliers, et tout ça en vue du match contre l'Angleterre. Et je reviens sur Dupont. Imaginons qu'il ne soit pas remplaçant. On le saura demain. Bon, il y a quand même. J'imagine qu'il sera remplaçant, mais imaginons qu'il ne soit pas remplaçant ou qu'il joue peu. Il se sera écoulé 3 semaines entre le match contre l'Argentine et le match contre l'Angleterre sans qu'il ait de temps de jeu. On le dit souvent quand même que voilà, les joueurs ont besoin de rythme, surtout quand ils sont affûtés comme des couteaux, comme c'est le cas en ce moment. Il doit être comme une balle, quoi. Il doit avoir envie de jouer. Je comprends. Alors j'entends l'argument effectivement de le préserver physiquement. Enfin non, en fait je l'entends pas. Je comprends pas, quoi. Évidemment, il y a une part de risque quand on joue au rugby. Il y aura de la casse peut-être, mais pourquoi lui plus que Ntamak par exemple, qui peut aussi être visé par les adversaires. Enfin, donc ouais, non. Moi je pense que la priorité de cette équipe de France, c'est de trouver un peu d'osmose, un peu de continuité dans les compositions, un peu de fluide, quoi. Et là, on se prive sur un match comme ça, on se prive de ça. On se prive de donner de la confiance à Dupont avec Ntamak, et c'est dommage. Alors peut-être qu'on apprendra que je sais pas. En fait, l'enchaînement des 2 matchs en 4 jours et la composition du groupe France faisait qu'on savait que, par exemple, ça serait pas possible d'avoir la même deuxième ligne, ou d'avoir la même paire de centres, ou d'avoir le même trio arrière.
Mais par contre, on pouvait avoir, sur l'ensemble des 3 premiers matchs, on pouvait reconduire certaines lignes. On pouvait reconduire la première ligne de l'Argentine contre les Tonga, on pouvait reconduire la 3e ligne, ce qui est le cas, on pouvait reconduire 9-10. Et là, en fait, il y aura, au final de ces 3 matchs, il y aura qu'une seule association qui aura doublé sur 2 des 3 matchs, c'est la 3e ligne. Puisque Olivon, Aldrit, Loré, qui étaient titulaires au premier match, le seront pour les Tonga. Sinon, en première ligne, c'est pas le cas. 9-10, c'est pas le cas. Et pour une équipe qui est en manque de vécu commun, c'est un choix un peu surprenant. On verra, peut-être que l'avenir donnera raison à Jacques Brunel. Là, pour l'instant, on peut juste constater que voilà, ils n'auront pas énormément gagné en expérience avant d'affronter l'Angleterre et peut-être de jouer le quart de finale. Et juste ce match contre l'Angleterre, faut vraiment le gagner en fait ? Bah oui, parce que... on va voir. Déjà, il faut laisser passer Argentine-Angleterre et France-Tonga. Évidemment, il faut laisser passer ce week-end. Parce que si les Argentins battent les Anglais... Mais dans la perspective où tout se passe comme on pense que ça va se passer, c'est-à-dire qu'on fasse 5 points aussi contre le Tonga et que les Anglais battent les Argentins, est-ce qu'on a intérêt, nous, à sortir premier de poule, vu qui on risque de choper si jamais on passe l'écart en demi ? Ah, tu étais déjà là-dessus, toi. Oui, parce que moi, je me projette énormément. Alors là, tu te projettes vraiment très très loin. Parce qu'effectivement, faut expliquer que si on termine premier, on bascule dans la partie de tableau des All Blacks. Mais je pense qu'on en est très très loin déjà de ce... Si tu abordes le match contre l'Angleterre en étant déjà qualifié, évidemment qu'il faut les battre parce que voilà, il faut gagner de la confiance avant le quart de finale. Et puis que Galles-Australie, sur ce qu'on a vu le week-end dernier, c'est un peu la peste ou le choléra, quoi. Donc prendre l'un ou l'autre à ce niveau de la compétition, vu eux leur état d'avancement, de confiance. Voilà. Et puis tu bats les Anglais, tu te barres de confiance, quoi. Oui, et puis je pense qu'il faut au-delà de la confiance, parce que ça peut être à double tranchant. C'est-à-dire que tu peux aussi prendre une valise contre l'Angleterre et arriver sur le quart de finale. Avec la tête un peu à l'envers, mais je crois que de toute façon cette équipe de France, elle a besoin d'avoir du vécu de haut niveau. Elle peut pas espérer battre l'Australie ou Pays de Galles en quart de finale si elle s'est pas bâti un socle, un vécu commun, si elle s'est pas confrontée réellement à ce qu'est le top niveau de la Coupe du Monde. En tout cas, c'est ce que je pense. Ça serait bizarre de faire tourner contre l'Angleterre, si la France est qualifiée avant de jouer ce match-là, en se disant on garde toutes nos forces pour le match d'après. Je crois qu'il y a besoin de se confronter à un moment. Ces joueurs-là, ils ont besoin de se confronter à ce qui se fait de mieux pour mesurer où ils en sont. Et si à un moment ça doit leur faire un peu mal, ça sera quelque chose d'appris de toute façon, quoi. Moi, je vois ça comme ça en tout cas. Avant de se quitter, tu nous donnes juste un petit pronostic, Alex, pour France-Tonga. Clément, lui, nous avait donné le sien 38-10 pour lui. Et pour Thomas, 24-5 et 2 blessés. Ouais, je vois à peu près le même genre de score que contre les États-Unis. Autour d'une quarantaine de points avec un match un peu long à se dessiner. S'il faut un score, je dirais 44-8. Ok. On signe pour 44-8, c'est bien, c'est large. Ouais, on a peut-être Oui. Ce qui va être intéressant, c'est de voir. On saura dimanche au moment du coup d'envoi ce dont la France aura besoin pour se qualifier. Peut-être que ce sera un seul succès bonifié contre les Tonga, et peut-être qu'il en faudra 2. Et c'est là où ça sera. C'est le truc un peu piquant de cette fin de semaine, c'est de savoir quel va être le résultat d'Argentine-Angleterre, et donc quels vont être les besoins pour les Bleus lors des 2 derniers matchs. Je pense que les Anglais vont battre les Argentins. Tu penses aussi, Alex ? Assez largement. Je crois qu'ils sont pas loin de le penser aussi au sein du groupe France. L'autre jour, Jacques Brunel en conférence de presse, il a dit quelque chose comme si on bat les États-Unis et les Tonga, on sera qualifié, ou quelque chose comme ça, ou je sais plus s'il a mis un peu tête qualifié. Et la remarque lui a été faite que mais ça c'est uniquement dans le cas où l'Angleterre bat l'Argentine. Et donc il a dit mais je pense que mentalement le groupe France s'est projeté sur une victoire de l'Angleterre, comme un peu tout le monde. De toute façon, tout le monde, y compris nous observateurs, on pense tous que l'Angleterre peut battre l'Argentine, mais les Argentins, ils ont quand même ils sont un peu comme les Français, c'est-à-dire qu'ils ont cette capacité à un moment à se remobiliser, à jouer sur les émotions. Je pense qu'ils ont ce match en tête depuis 2 semaines.
et ils jouent leur survie dans cette Coupe du Monde. Peut-être qu'ils vont être capables de renverser une montagne. Faut pas l'exclure. Et là, patatras. On verra. Parce que là, effectivement, non mais comme tu as raison, j'y crois pas trop, mais en écoutant ce que tu disais, je me disais que mentalement, la victoire argentine potentielle contre l'Angleterre, elle pourrait faire très très mal à tout le monde. Je pense que oui. Et à la veille du match contre les Tonga, ça peut être assez violent. C'est sûr. Eh bien, merci, messieurs. Tu peux retourner mettre tes chaussures, Alex, si tu veux. C'était mon premier podcast pieds nus. Ça ne s'est pas senti. Jeu de mots. Et bien voilà, c'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Clément Dossin et Alexandre Bardot. Merci à Roland Richard, à la technique et à l'édition. Retrouvez-nous lundi sur l'équipe.fr, Apple Podcast, SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires, mettez-nous des étoiles. À la semaine prochaine.